Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par Opteven et que vous pouvez suivre sur Auto Info. Alors l'objectif, c'est de prendre le pouls du marché du VE, VN, mais surtout VO. C'est le deuxième webinaire organisé par Opteven sur ce thème, puisque le groupe se positionne vraiment de façon assez holistique d'ailleurs sur le VO électrique. Et donc on va essayer de faire un petit point sur la courbe d'apprentissage de ce marché et de ses premiers clients. Il y aura deux temps dans ce webinaire. En premier temps, une étude exclusive vous sera dévoilée par les dirigeants d'Opteven. Et puis ensuite, ce sera suivi d'un talk. Alors un talk qui va rassembler trois personnes. Monsieur Campanello de l'ISPLAN devait être présent, mais il a eu un empêchement. Donc je vous remercie de bien vouloir l'en excuser. C'est totalement indépendant de sa volonté. Pour alimenter ce talk, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de Monsieur Jean-Philippe Garambois, directeur expérience client et après-vente de CAF France. Bonjour. Bonjour. Sur Monsieur Guillaume Cazenave, directeur marketing d'Opteven. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ainsi que sur Monsieur Albert Etienne, directeur général d'Opteven. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, même si je pense que l'ensemble des internautes vous connaît, je vais vous demander, comme de coutume, de vous présenter brièvement, peut-être de revenir un peu sur vos parcours ou de donner quelques éléments clés en lien avec votre présence sur ces webinaires. Monsieur Garambois. Ok. Alors, moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans l'automobile. J'ai un parcours qui est exclusivement constructeur. Voilà, j'ai fait Honda, Nissan, et ça fait maintenant 15 ans que je suis chez Kia. Donc j'ai un peu tout vécu chez Kia, voilà, de la petite marque Challenger qui vendait des voitures fiables, bien équipées, pas trop chères, jusque là où on en est aujourd'hui. Voilà, donc ça a été une aventure assez intéressante de participer à la croissance de la marque ces dernières années. J'espère y avoir contribué un petit peu. Et c'est vrai que c'est intéressant pour nous d'être là aujourd'hui, puisqu'on est... ça fait maintenant quelques années qu'on a lancé notre premier véhicule électrique, c'était en 2014. Donc voilà, il y a plein d'informations à partager et je pense qu'il va y avoir des discussions intéressantes. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Guillaume Cazenave, pour le même exercice de présentation. Oui, donc Guillaume Cazenave, moi j'occupe des fonctions marketing depuis 10 ans au sein du groupe Opteven. J'accompagne avec mon équipe marketing le développement des offres de services sur nos trois métiers que sont l'assistance, l'entretien, la garantie panne mécanique pour l'ensemble des clients, à la fois pour accompagner les tendances du marché pour nos clients et puis développer des nouvelles offres de services pour le marché d'une manière générale. Et dans ce cadre-là, on a une attention particulière forcément sur le véhicule électrique qui se développe et dont on pense qu'il va au fur et à mesure transformer un peu nos métiers et puis le marché et la consommation de l'automobile. Monsieur Etienne. Bonjour à tous, donc moi ça fait presque 30 ans que je suis dans le secteur automobile. J'ai commencé chez un constructeur, après j'ai travaillé pour un équipementier et depuis environ 20 ans pour Opteven qui avant s'appelait RAC France et Opteven depuis une dizaine d'années. J'ai participé au développement commercial de la société sur les 20 dernières années. Aujourd'hui j'en assure la direction générale pour la France. Nous sommes ravis tous de pouvoir présenter à la fois les résultats d'une étude que l'on a commandée sur l'usage du véhicule électrique et de les confronter avec les statistiques qu'on enregistre chez nous, puisqu'on pense qu'on est là pour aider nos partenaires à mieux comprendre ce marché du véhicule électrique. On centralise de la data multimarque, on pense que c'est une richesse dont on souhaite faire participer tous les gens qui travaillent avec nous. Et on est ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe pour le partage son expérience de Kia, qui est un de nos partenaires. Merci beaucoup. Et à propos de data et de prévision de marché, nous avons demandé aux équipes d'IHS Market, qui viennent d'être à nouveau absorbées par un gigantesque groupe, ça devient considérable leur entreprise de data. Je remercie au passage Lorraine Morard et Denis Chemoul qui nous ont fourni ces données. Donc si le slide apparaît sous vos yeux, je ne vais pas reprendre toutes les valeurs du slide, ce serait trop long et puis ce n'est pas nécessairement l'objet du jour. En revanche, vous voyez bien que dans les grandes masses, les évolutions sont très faciles à suivre et à identifier. On voit qu'il y a une progression très régulière, très rapide même des BEV. Pour le thermique, la vraie bascule, elle s'opérera entre 2024 et 2026 et en tout cas dans un périmètre européen en 2030, on estime que on arrive à zéro. Cette phase de transition, elle va être menée aussi avec toutes les formes d'hybridation. Donc là, vous voyez du mild hybride, de l'hybride traditionnel, de la micro-hybridation aussi. Mais finalement, on parle bien de transition. C'est pour
accompagner un mouvement de fond et des montées de production, de capacité de production qui doivent être quand même pilotées et qui nécessitent des investissements considérables aussi. Et enfin, vous ne voyez pas sur ce slide-là l'hydrogène. Tout simplement, il existe. Il est déjà sur les routes d'ailleurs, mais un peu en termes de laboratoire. Il arrivera après. Hein, donc, c'est pas un oubli ou c'est pas parce que la technologie n'est pas considérée comme prometteuse, loin de là. Ensuite, il va de soi, juste une petite précision, que toutes ces prévisions, surtout dès qu'il y a une virgule, doivent être prises avec des pincettes, surtout en ce moment, parce qu'il y a quand même quelques crises qui s'accumulent et qui se superposent dans l'industrie automobile. Donc, toutes ces prévisions sont revues très régulièrement, donc elles sont susceptibles d'évoluer, elles ne seront pas nécessairement valables, ne serait-ce que dans quelques mois d'ailleurs. Hein. Je pense notamment à la crise des semi-conducteurs. Et par rapport à cette tendance globale du marché, je pense qu'il est important de signaler, de rappeler que c'est pas seulement pour le marché européen. On n'a pas voulu accumuler des slides, mais là aussi, si on avait pris la même chose en Chine ou aux États-Unis, en Amérique du Nord, pour ne parler que des principaux marchés développés, on retrouverait des tendances assez similaires. Alors peut-être pas toujours le 0% du thermique, mais par contre la progression des BEV, elle serait dans les mêmes proportions ou un peu moindre. Voilà. Donc par rapport à ces différentes prévisions, est-ce que vous êtes relativement d'accord avec ces ordres de grandeur, Monsieur Garambois ? Oui, alors comme vous le dites, c'est toujours compliqué d'arriver à faire des prédictions jusqu'en 2030. Mais la courbe globale, oui, on la reconnaît, on la partage. Je pense qu'on irait même, nous, un peu plus loin avec des micro-hybrides et des hybrides peut-être même encore moins présents en 2030. Et le virage de l'électrique, à notre sens, il est assez inéluctable. C'est-à-dire que pour atteindre les objectifs de CO2 qui ont été fixés, les constructeurs et nous en l'occurrence, on a de toute façon travaillé sur un plan produit pour les années à venir qui est principalement focalisé sur l'électrique. Donc, de toutes les manières, l'offre qui va être proposée aux clients va être quasi en totalité sur du véhicule électrique d'ici 2030. Oui. Monsieur Étienne, si vous avez peut-être un commentaire à apporter. En fait, je peux mettre ce slide en reflet de ce qu'on avait montré au précédent webinaire, il y a quelques mois, qui en fait donnait des estimations, enfin nos estimations de vente de véhicules occasion complètement électriques. Et je veux dire que même si les chiffres ne sont pas encore très robustes finalement, pour les raisons que vous avez indiquées, on retrouve quand même les tendances que l'on avait dessinées, puisque nos prévisions sont qu'en 2025, 6% des véhicules d'occasion vendus seront complètement électriques, et on prévoyait 2% pour 2022. On voit qu'en avril, on est à 1,75%, donc on est dans la tendance, et si on regarde que les véhicules de moins d'un an, c'est à peu près, ça c'est un peu plus de 5% même. Donc la tendance, elle est là, c'est une diffusion lente, progressive des véhicules full électriques sur le marché de l'occasion, et le message que l'on avait il y a quelques mois pour nos partenaires distributeurs de VO, ça reste le même. On a les quelques années qui arrivent pour s'organiser, pour observer le marché, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et puis pour trouver les bonnes offres de services qui viendront correspondre aux besoins des clients. Voilà. Et nous savons aussi que la pénétration des offres de financement locatif est beaucoup plus importante sur les véhicules électriques que sur les véhicules thermiques, ce qui implique aussi de toute façon une arrivée sur le marché du VO et des cycles de revente peut-être plus courts que ce qu'on a pu connaître à ce à quoi on était habitué ces dernières années. Voilà, je referme la parenthèse et puis je vous laisse présenter l'étude exclusive que vous avez menée avec YouGov auprès de différents utilisateurs de véhicules électriques, mais aussi d'intentionnistes d'achat. Donc je vous laisse nous présenter la façon dont vous avez procédé et puis quelles étaient vos motivations pour reconduire une étude de cette nature. Okay. Juste en termes de motivation, nous, comme je vous l'expliquais, on emmagasine des données, de la sinistralité, multimarque, qui sont le reflet des véhicules que l'on a enregistrés dans notre portefeuille qui est couvert. Mais on a besoin de confronter ça aussi avec l'avis des consommateurs, des propriétaires de véhicules ou de ceux qui ont envie d'acheter une voiture électrique, de voir comment l'ensemble correspond. Et c'est en fait la raison d'être de cette étude qu'on a menée avec YouGov. Donc Guillaume va nous expliquer le panel, comment on a fonctionné. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de recueillir l'avis de propriétaires de voitures électriques. Parce que sur les intentionnistes, on n'a pas eu beaucoup de mal à en trouver. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le sujet, sur
les futurs acheteurs, les futurs possesseurs de voitures électriques, trouver des propriétaires qui ont un véhicule électrique avec une expérience du véhicule électrique, c'est un peu plus compliqué. Mais on a la chance d'avoir dans ce panel recueilli les témoignages de 400 personnes qui possèdent une voiture électrique. La moitié la possède depuis plus de 12 mois et la moitié est dans la première année de détention. Et déjà ça c'est un enseignement parce que effectivement de la voiture électrique qui roule, qui est en parc, effectivement on constate que ça existe bien et les gens confirment. Quand on regarde un peu la typologie des gens, l'âge semble pas être un déterminant quand même spécifique sur le véhicule électrique. La catégorie socio-professionnelle en est un. Le lieu d'habitation en est un. On a une surreprésentation de la maison individuelle dans le panel. On a très peu de gens qui habitent en appartement. Ça monte un peu sur les intentionnistes, c'est intéressant, mais c'est encore très faible. Et puis on a une représentativité, que ce soit de la zone rurale ou de la petite ville ou ville moyenne. Voilà un peu comment on a constitué. Donc au global, on a les réponses de 1200 personnes à peu près sur l'étude. D'accord. Et donc, les premiers résultats qui apparaissent. Oui, donc on a d'abord creusé les sujets de la perception, parce que nous, on a notre périmètre, mais on voulait bien sûr élargir pour voir plus large sur le comportement au quotidien. Donc on a interrogé les propriétaires et les intentionnistes sur quelle était l'utilisation ou quelle était leur future utilisation. Ce qu'on constate, c'est que la voiture électrique, ça reste une voiture du quotidien pour l'instant. C'est une voiture qui est utilisée majoritairement pour le loisir, pour des trajets courte distance. Le trajet domicile-travail semble même pas être particulièrement privilégié. Aujourd'hui, domicile-travail, il y a beaucoup d'alternatives qui se mettent en place. Et c'est pas sur ça que les gens attendent la voiture électrique a priori. Sur la longue distance, sur les propriétaires, il y en a 11% qui disent qu'ils font une réelle utilisation de la voiture électrique sur du trajet longue distance. Et ce chiffre-là a tendance à monter un peu sur les intentionnistes. On est plutôt à 15% sur les intentionnistes. Donc c'est bien, ça montre que les comportements ou les mentalités évoluent, que les gens sont prêts à envisager plus largement la voiture électrique, mais ça reste encore assez faible. Et les véhicules évoluent aussi avec des autonomies bien plus généreuses qu'elles ne l'étaient jadis. La technologie le permet aussi. Et par contre, j'ai juste une petite question pour vous, M. Garambeau. Est-ce qu'on peut en déduire que le statut du véhicule électrique, c'est toujours pas celui du premier véhicule du foyer, mais c'est le deuxième, le troisième. Et par extension, vous voyez le commentaire sociologique qu'on peut en faire aussi, que c'est réservé à des ménages plutôt aisés. Alors, ça a été effectivement le cas jusque-là, avec une explication principale qui était l'autonomie assez limitée des premières générations de véhicules électriques. Il faut se rappeler que il y a maintenant 7-8 ans, quand les premiers véhicules électriques sont apparus sur le marché, on avait des autonomies qui étaient à 200-250 km. Donc de facto, c'est un usage qui est assez spécifique. Donc on avait effectivement beaucoup de deuxième, troisième véhicules du foyer. Et je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques minutes. La technologie est en train de changer. On a aujourd'hui des offres de véhicules électriques où on a 300, 400, 500 km d'autonomie. Et on a aussi des véhicules qui sont plus gros maintenant, donc qui s'adaptent beaucoup mieux à un usage familial. Et on voit aujourd'hui dans les nouveaux acheteurs, donc ce qui transparaît pas encore forcément là quand on est sur des possesseurs, mais sur les nouveaux acheteurs, on a de plus en plus de gens qui font du véhicule électrique leur voiture principale. Et on a clairement cette mutation qui est en train de s'opérer. Tout simplement parce que l'offre, elle est aussi là et elle correspond beaucoup mieux à l'utilisation d'un véhicule principal. Et Guillaume, je vous laisse revenir peut-être sur les motivations d'achat, enfin ce qui ressort comme étant un satisfecit pour... quand on interroge les propriétaires, effectivement, ce qui ressort de ce qui leur plaît dans la voiture électrique, c'est pas le design, clairement, pour l'instant. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, mais le design n'est pas la motivation première. Ce qui ressort, c'est quand même l'impact environnemental qui est quand même ressort en premier élément lorsqu'on interroge. Le silence aussi de la voiture électrique reste un élément important. Ce sont vraiment les deux déterminants sur l'utilisation de la voiture électrique, c'est l'impact environnemental et le silence. Et puis également un aspect un peu sur la réactivité de la voiture électrique qui est effectivement forcément très bonne sur ce type de technologie.
Alors si on poursuit l'étude, on va passer au volet qui concerne plus l'entretien, les coûts d'entretien, l'assistance, les éventuelles avaries, les éventuelles pannes que peut rencontrer un véhicule électrique. C'est un point qui va être à mon avis très intéressant pour les internautes parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, si je peux me permettre, sur ce sujet, avec parfois des approximations assez importantes. Donc je pense que ça va être assez intéressant de replacer l'église au milieu du village, comme on dit communément. Ça, finalement, ce sont ce que disent les gens qu'on a interrogés. Et les intentionnistes, on voit qu'ils n'ont pas d'idée très arrêtée, finalement, sur le coût, après-vente, sur le coût de panne, sur la fiabilité d'un véhicule électrique. C'est assez partagé. Donc, on en a 29% qui pensent qu'un véhicule électrique est plus fiable. Et on aurait pu mettre ceux qui pensent que le véhicule est aussi fiable, électrique, ou moins fiable. On a à peu près un partage, un tiers. Donc les gens ne savent pas trop. Par contre, quand on interroge les propriétaires, ils déclarent quand même, dans 41% des cas, avoir été confrontés à un incident, une panne. On ne sait pas précisément sur quelle période, mais ça reste quand même un chiffre qui est significatif. Qui montre qu'une voiture électrique, les gens qui en ont, ils disent elle a des pannes, elle a des problèmes, électriques, électroniques ou autres. Et il y a un autre point qui est très intéressant quand on interroge les propriétaires. Ils sont presque 20%, 18%, 1 sur 5, à dire qu'ils ont eu recours à une assistance dépannage. C'est plutôt élevé. C'est plutôt important. Oui. C'est plutôt important. Par exemple, une voiture qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, dans ses premières années de vie, suivant les marques, elle a une fréquence de recours à l'assistance dépannage de 5, 6, 7%, ça dépend des marques. Oui, 18%, bon, c'est peut-être sur 2 ans cette fréquence-là, mais ça reste quand même assez significatif. Donc le premier renseignement, quand on interroge les gens, finalement, le véhicule électrique, il tombe en panne, comme les autres, et puis il y a aussi besoin d'une assistance. Alors, juste peut-être une petite parenthèse, là je vais me tourner vers M. Garambois parce que vous représentez les constructeurs. Alors est-ce que ce sont des défauts de jeunesse aussi, puisque ça existe dans toute industrie d'ailleurs, il n'y a pas que l'automobile à connaître ces affres-là, ou est-ce que vous seriez plus nuancé? Alors, plus nuancé, pas forcément. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est, on a vu ici qu'il y a effectivement 40% des gens qui déclarent avoir eu un problème sur un véhicule électrique. Il faudrait qu'on mette ça en parallèle du nombre de gens qui déclarent avoir des problèmes sur des véhicules thermiques. Parce qu'il y en a aussi des problèmes de jeunesse sur des véhicules thermiques. Donc il faudrait qu'on arrive à comparer les deux. Un véhicule électrique, il n'est pas non plus irréprochable. Ce qu'on estime en revanche, c'est qu'il y a deux différences. C'est que dans le temps, le véhicule électrique sera plus fiable que le véhicule thermique, puisqu'il y a moins de pièces en mouvement. Et donc, quand on regarde les premières années, oui, il va y avoir des incidents, mais sur le long terme, il y aura probablement moins de problèmes sur un véhicule électrique qu'un véhicule thermique, il y a moins de vieillissement. Et après, il y a des problèmes qui vont être différents. On va avoir, et de manière tout à fait logique, beaucoup moins de problèmes mécaniques sur un véhicule électrique. Par contre, on a des choses qu'on voyait peut-être un peu moins, qui sont des problèmes plus d'électronique et, j'allais dire, de software, de programmation. Ouais. Et effectivement, on est sur des technologies qui sont nouvelles, où l'électronique joue un rôle fondamental, peut-être plus que sur un véhicule thermique classique. Et donc là, il y a aussi une courbe d'apprentissage à avoir pour tous les constructeurs sur cette partie software, qui peut générer effectivement quelques problèmes. L'avantage, c'est qu'on peut arriver à les réparer plus facilement et plus rapidement que quand il y a une vraie défaillance mécanique. Alors, il y a déjà plusieurs questions d'internautes. Je ne vais pas prendre les questions qui concernent le slide d'IHS parce que je vous suggère de vous rapprocher d'IHS. Donc je vous rappelle, Lorraine Morard et Denis Chemoul, mais je ne veux pas extrapoler sur ces données qui ne m'appartiennent pas. Et en revanche, il y a une question à propos de panne et qui pose la question qui peut paraître un peu abrupte, mais qui n'est pas dénuée de sens, Monsieur Étienne ou Monsieur Cazenave. Est-ce qu'il y a beaucoup de panne sèche, l'équivalent de la panne sèche, des gens qui se retrouvent, ils n'ont pas réussi à recharger, etc. Alors c'est certain que l'angoisse de la panne sèche sur un véhicule électrique, c'est un élément qui ressort énormément lorsqu'on interroge les particuliers, les intentionnistes ou les intentionnistes en tout cas. Nous, la réalité de ce qu'on constate, c'est que il y en a, mais c'est pas significatif et c'est pas plus a priori que l'erreur de carburant ou la panne de carburant que l'on peut rencontrer sur un véhicule thermique. Donc sur ce point-là précisément, ça montre qu'il faut rassurer les clients, qu'il faut expliquer, qu'il faut développer des offres de services autour de ça.
mais dans la réalité, le comportement, on ne constate pas de discuter autour de ça, notamment parce que, ce qu'on disait au début, hein, la voiture électrique est une voiture du quotidien, donc elle est rechargée relativement régulièrement, majoritairement à domicile, et donc on va rarement au bout de l'autonomie de sa voiture avant de trouver un point de charge. Après, bien sûr, ça dépend des trajets courtes ou moyennes distances que l'on peut avoir. Merci, je vous laisse reprendre le fil de la présentation, parce que je vous interromps sans doute un peu trop. Si on met en regard là, ce que nous expliquent les propriétaires ou les intentionnistes qu'on a interrogés, si on met en regard avec la sinistralité qu'on constate nous en assistance, alors on a un peu de recul maintenant, on a à peu près 20 000 dossiers d'assistance sur des véhicules complètement électriques. On voit que la fréquence, on pressent que la fréquence effectivement est un peu plus élevée que pour les voitures thermiques. Après, il faut moduler ça par le fait qu'on a le sujet de la fiabilité qui est en amélioration, comme le disait Jean-Philippe. Les véhicules sont amenés à être de plus en plus fiables, donc la fréquence devrait un peu se tasser. Mais on a les pannes de carburant, les pannes sèches, on va dire, d'énergie qui ne sont pas plus représentées que d'autres, les véhicules thermiques, mais on a quand même des problèmes d'immobilisation électronique, des problèmes d'accident qui génèrent de l'assistance. Et puis, petite surprise, on a une fréquence de recours à l'assistance pour les pneumatiques qui est un peu plus élevée que pour les voitures thermiques. Alors, les pneus ne sont pas moins solides. Les mêmes manufacturiers. Voilà. Donc... Par contre, on suppose, et ça a besoin d'être conforté dans le temps, on suppose que le propriétaire d'un véhicule électrique est peut-être plus précautionneux ou va plus naturellement recourir à un professionnel en cas de problème, y compris en cas de problème pneumatique, peut-être parce qu'il n'ose pas les toucher, ou alors parce qu'il est plus en demande de service. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est intéressant à surveiller pour la suite, parce qu'il participe aussi à l'évolution des offres de services pour la poursuite de la mobilité. Et je propose qu'on poursuive à nouveau dans l'étude, puisque là, on va arriver sur des slides où il y a beaucoup d'éléments particulièrement intéressants et sur lesquels on n'a pas forcément de statistiques, justement. On a souvent une impression. Oui, on a effectivement beaucoup de sentiments ou d'intuition sur la prévente autour d'un véhicule électrique. Donc, on a demandé à nos propriétaires ce qu'ils avaient réalisé comme opération sur leur voiture. Déjà, est-ce qu'ils en avaient réalisé ? Parce qu'on a l'impression que sur une voiture électrique, il n'y a pas besoin de repasser en après-vente. On peut d'ores et déjà dire, c'est pas une surprise, que c'est faux. Ce qu'on constate, nous, donc pour rappel, hein, on a donc notre panel, ce sont des gens qui ont une voiture électrique depuis au moins 12 mois pour la moitié d'entre eux. Et la deuxième moitié sont des gens qui ont une voiture électrique depuis moins de 12 mois. Et au global, ce qui ressort, c'est que pour 2 tiers de notre panel, 65% à peu près, ils ont tous réalisé au moins une opération. Alors après, on va rentrer dans le détail de ces opérations, mais ils ont eu besoin d'intervenir. Alors, on fait lien avec l'assistance qu'on évoquait avant, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent amener, bien sûr, l'entretien classique qui amène de passer en après-vente. Et ce 2 tiers, on pourrait se dire, finalement, c'est dans la deuxième année. Nous, ce qu'on constate, on va le détailler après, mais c'est que pour les gens qui ont une voiture depuis moins de 12 mois, il y a 50% des gens qui ont fait une intervention auprès d'un professionnel pour leur voiture électrique. On s'est interrogé aussi sur ce que pensaient les gens, est-ce qu'ils arrivaient à estimer ou pas leur budget entretien-réparation. Globalement, les gens estiment qu'il y en a un peu moins de la moitié estiment que ça serait inférieur au budget d'un véhicule thermique. Mais on a donc du coup quand même la moitié qui estime que c'est ou égal ou supérieur à l'entretien d'un véhicule thermique. Ce qui est relativement surprenant, parce que l'argument du coût moindre est souvent avancé par les constructeurs et les concessionnaires. Exactement. Donc on était effectivement assez surpris. Après, l'autre élément qui ressort beaucoup, mais c'est aussi lié à la technologie des voitures, c'est que le véhicule électrique, il renforce la fidélité au garage de la marque et au garage vendeur. Donc on en a 40% qui disent qu'ils vont faire l'entretien ou les réparations sur le garage de la marque. Alors ça paraît peu comme ça, mais c'est quand même assez significatif. Et puis dans la question, il y avait aussi des gens qui répondaient qu'ils retournaient chez celui qui leur avait vendu la voiture. Et aujourd'hui, ceux qui vendent de la voiture électrique, c'est quand même beaucoup, principalement les concessionnaires. Donc la fidélisation à l'atelier est importante avec le véhicule électrique.
Et si on passe au slide suivant, là, on va rentrer vraiment dans le détail de certaines prestations. On ne va pas tout lister non plus, mais je crois qu'il y a certains points que vous souhaitez mettre en avant. Effectivement, parce qu'on a demandé, c'est un slide qui est un peu compliqué, je suis désolé pour les internautes, on pourra faire bien sûr des éléments à côté, mais c'était important pour nous de comprendre ce que les gens faisaient sur leur voiture électrique. Vous avez des graphes par type d'opération. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui est en orange, c'est les opérations réalisées sur la première année. Ce qui est en violet sont les opérations qui se sont passées en deuxième année. Ce qu'on constate, c'est sur les lignes du bas, tout ce qui a trait à la révision constructeur, sans surprise, ils sont passés pour une bonne partie d'entre eux pour une révision constructeur, et ça s'est passé plutôt en deuxième année. Ce qu'on constate, ce qu'on anticipait et ce qu'on voit, ce qu'on arrive à confirmer, c'est que il y a une consommation importante des pneus sur la voiture électrique, et dès la deuxième année, on a des renouvellements de pneus, alors que la voiture électrique n'est pas non plus une voiture qui a un kilométrage moyen énorme. Ce qu'on constate finalement, qu'est-ce qui se passe sur la première année. Alors, on a des bris de glace, un peu de carrosserie, etc. Donc ça, c'est les parties du haut. Mais on a aussi un ensemble de pannes, de réparations et d'interventions autour notamment de tout ce qui est la charge, que ce soit le câble, etc. Et les systèmes de batterie, notamment la batterie 12 volts, qui est un élément qu'on n'attendait pas forcément, où les gens confirment qu'ils ont été amenés à changer des batteries 12 volts sur leur voiture électrique. Je me souviens d'ailleurs que dans votre précédente étude qu'on avait présentée il y a quelques mois, on parlait de 60%, d'un peu plus de 60% de pannes communes entre véhicules thermiques et véhicules électriques, et que la part du différentiel était majoritairement liée à du câblage électrique, à forcément des nouveaux éléments, ce qui est là pour le coup somme toute assez logique. Je ne sais pas si ce tableau vous inspire une réaction particulière, Monsieur Garambois, ou si vous le vérifiez au sein du réseau Kia. Alors toute la partie sur le câble, oui, même si on a... oui, c'est un fait. Enfin, voilà, il y a des nouveaux éléments. Et tout ce qui tourne autour de la recharge suscite effectivement de l'interrogation, suscite aussi du suivi derrière, parce que même quand les gens sont équipés, ils ont aussi pas mal de questions. Donc au-delà des incidents, il y a aussi beaucoup d'accompagnement qu'on doit continuer à faire, même une fois que le client a acheté la voiture. Sur les pneumatiques, oui, ça c'est quelque chose qu'on constate très clairement. Sur tous les véhicules électriques, c'est des véhicules qui ont beaucoup de couple, qui est disponible assez rapidement, assez facilement. Et donc, il y a une usure des pneumatiques qui est effectivement un peu plus fréquente. À l'inverse, par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines pièces d'usure qui, elles, sont beaucoup moins sollicitées. Tout ce qui est système de freinage, on a des voitures qui ont 200 000 km qui n'ont pas changé de plaquette. Voilà, pour tout vous dire, parce que les gens utilisent la régénération et donc sollicitent beaucoup moins les freins. Je propose qu'on reprenne le fil de la présentation, et là on arrive en plus là on retrouve à l'écran en fait les pièces qu'on avait mises en avant, les pièces spécifiques lors du précédent webinaire. Là on en parlait il y a 2 minutes, les câbles de recharge, les connecteurs, la batterie 12 volts, la batterie principale, et ça ce sont des pannes qui sont propres à ces véhicules là, qu'on n'avait pas avant, qu'on le retrouve dans des couvertures spécifiques, des produits spécifiques qu'on a mis en place. On en reparlera tout à l'heure, mais l'enseignement principal, ils viennent des chiffres en fait que l'on constate. Alors l'an dernier, on a vendu environ 1 200 000 contrats de services, garantie ou entretien, dont à peu près 1% pour des voitures d'occasion électriques. C'était pareil l'année précédente, et donc on a des statistiques, on commence à emmagasiner, et qu'est-ce qu'on voit finalement quand on compare des véhicules électriques avec des véhicules thermiques, sont les mêmes classes d'âge, on a des fréquences de panne qui sont assez similaires entre le véhicule complètement électrique et le véhicule essence. Et des coûts moyens d'intervention qui sont pas si éloignés que ça, donc aux alentours de 700-800 €. Voilà. Donc on précise bien essence, le diesel, essence. C'est pas pour le diesel, thermique, c'est encore différent. Voilà. C'est différent, les chiffres sont autres, avec des coûts un peu plus élevés, mais on a pour le moment une similitude entre l'électrique et l'essence. Alors, il va falloir attendre pour voir comment comment les chiffres deviennent robustes avec le temps, observer la fiabilité croissante des véhicules électriques, mais pour le moment, c'est déjà une indication qu'on peut donner, nous, à nos partenaires distributeurs qui ont un après-vente. Le véhicule électrique a des pannes. Les possesseurs de véhicules le disent dans l'étude, et ça se conforte
par les statistiques des contrats que l'on gère. Voilà. Monsieur Garambois, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que c'est finalement le coût d'entretien qui est moindre chez un véhicule électrique? Le principal gain pour arriver à un TCO compétitif, il se fait sur cette brique-là. Alors sur le TCO, il y a le premier élément, c'est d'abord la consommation de carburant. C'est l'énergie. Et pour le moment, l'électricité n'est pas encore trop élevée. Et on parlait d'ailleurs tout à l'heure des motivations d'achat. Aujourd'hui, le prix du carburant, on voit que ça devient un des leviers principaux, enfin en tout cas un des éléments de motivation principaux chez les acheteurs. Donc sur le TCO, il y a évidemment le coût du carburant, il y a tout ce qui est fiscalité qui est quand même plus avantageux sur un véhicule électrique. Et après, l'entretien est effectivement un peu moins élevé sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Après, sur ce qui est des pannes, on a peu de recul malgré tout, même si on commence à avoir c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça demande tout ça à être quand même affiné, à avoir des échantillons un peu plus représentatifs. Donc, en termes de panne, oui, il peut y avoir des coûts. Après, les typologies, encore une fois, sont complètement différentes en termes de panne. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que sur les véhicules électriques, on peut avoir en revanche des pannes qui sont plus complexes. Ce qui nécessite de notre part, de la part de notre réseau, de la part de beaucoup d'acteurs, aussi beaucoup d'investissements en termes de formation, d'outillage. Il faut qu'on arrive tous à s'adapter aussi à ces nouvelles typologies de panne qui sont complètement différentes. Ce qui peut aussi, en partie, des fois, je ne sais pas quel est le détail du coût qui est derrière, mais il faudrait voir aussi ce qui est main-d'œuvre, ce qui est outillage, ce qui est coût des pièces, voilà, et pour qu'on ait une vision assez exhaustive. D'accord. Alors, on nous relance encore, les internautes vous relancent encore d'ailleurs, sur est-ce qu'on a un nombre précis des fameuses pannes sèches? C'est un sujet qui passionne. Il faudrait qu'on fasse le compte exact. Alors, c'est plus que la solitude de la bande d'arrêt d'urgence, je pense, a marqué les esprits. Il y en a quelques-uns à qui ça a dû sans doute arriver, mais on pourra préciser ça dans nos travaux. C'est des choses. Il faut se dire que nous, la voiture électrique, globalement, c'est quelque chose qu'on suit de près. Alors, sur laquelle on apprend aussi, on fait évoluer nos outils pour le suivre et piloter au mieux les tendances et être le plus juste possible. Et donc c'est des sujets de travaux de tous les jours qu'on regarde. Et donc je pense que dans l'année et l'année prochaine, on commencera à avoir un peu plus de matière encore plus robuste sur ces générateurs-là. Globalement, on a besoin de fiabiliser nos stats d'une manière analytique, c'est-à-dire par poste de dépense, par type d'immobilisation, et également pour l'assistance et par type d'intervention pour la prise en charge des pannes, pour pouvoir séparer le coût des pièces de la main-d'œuvre et également séparer la partie purement électronique du reste. Exactement. Voilà, donc ça, on est dans le deuxième webinaire. On a prévu de se revoir plusieurs fois, d'en faire d'autres et de faire participer, enfin de communiquer largement sur l'expertise qu'on accumule. Donc, pas de doute qu'on reviendra là-dessus dans le futur. Pour clôturer la partie études en tant que telle, il y a une question qui me paraît intéressante d'un internaute qui nous suit. C'est est-ce que les véhicules très récents sont nettement plus fiables? Les véhicules électriques récents sont plus fiables que les anciens ou non? Parce que comme on parlait de courbe d'apprentissage, je pense que ça peut... Non, vous n'avez pas ce... En fait, c'est difficile de répondre à la question pour plusieurs raisons. La première, c'est que les premiers véhicules de première génération, quand on parle des premiers Soul électriques, des Zoé et des Leaf, on a un échantillon qui reste assez faible. Et puis, c'est des véhicules qui sont pas si âgés que ça. C'est des voitures qui commencent à avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est pas non plus des véhicules très, très vieux. Et les véhicules plus récents, on a moins d'historique, c'est des technologies qui sont différentes. C'est aussi, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que c'est des acheteurs qui ont des profils différents. Donc ils vont réagir aussi de manière différente quand ils vont être confrontés à un problème par rapport à leur voiture. Donc compliqué de comparer les deux. Ça fait un peu une réponse de Normand, on va croire que je veux noyer le poisson, mais honnêtement, j'ai pas forcément de statistiques pour dire que c'est plus ou moins fiable aujourd'hui. Encore une fois, un des éléments qu'on constate, c'est vraiment la partie
électronique et programmation, voilà, qui peut effectivement être un élément. En termes de technologie en tant que telle, il n'y a pas forcément d'écart à mon sens. Ce qu'on peut rajouter, nous, de notre côté, c'est qu'on ne communique pas, on n'a pas d'indicateur précis sur les fiabilités par marque, par modèle, mais globalement, quand on observe, c'est que ce qui est certain, c'est qu'on a une très bonne représentativité du marché en termes de marques, et que on voit toutes les marques du marché qui sont à la route depuis longtemps, ou les nouvelles qui arrivent, on les voit dans nos statistiques. Alors, puisqu'on a évoqué l'équation économique du véhicule électrique, je me tourne vers vous, Monsieur Garambois. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur les valeurs résiduelles de la voiture électrique? Parce qu'on dit qu'elles sont robustes, mais c'est souvent les constructeurs qui disent ça. Donc, je voulais savoir, grosso modo, si vous pouviez avancer quelques éléments de réflexion, ou voire de réponses concrètes. Des éléments de réflexion, oui, des réponses concrètes. Vous me permettrez de garder les valeurs résiduelles de nos produits pour nous. Non, par contre, des éléments de réponse, oui, bien sûr. On s'est posé cette question plusieurs fois. On a été assez ambitieux au début. C'est vrai que constructeur, on a forcément toujours la volonté d'être un peu ambitieux quand on fixe les valeurs résiduelles. Ce qu'on constate à l'usage aujourd'hui, et pour avoir échangé quand même avec nos concessionnaires à maintes reprises là-dessus, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de sujet sur le véhicule électrique aujourd'hui. Et on a des valeurs résiduelles sur les véhicules électriques qui sont au moins au même niveau que les véhicules thermiques. Il y a des raisons, il y a des raisons toutes simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, des véhicules d'occasion électriques sur le marché, il n'y en a quasiment pas, puisqu'il n'y avait quasiment pas de véhicules neufs il y a quelques années. Donc les valeurs résiduelles, elles tiennent. Et les véhicules qu'on met à la route en ce moment, ce qui vont devenir dans 3, 4, 5 ans, aujourd'hui, les voitures qui sont commercialisées, elles ont déjà des autonomies de 400, 500 km. Si je prends l'EV6, on a plus de 500 km, on se recharge en 20 minutes. Dans 3 à 4 ans, c'est une technologie qui ne sera pas dépassée. Donc, il y aura de la demande de toute façon sur ces véhicules-là. Et je rebondis sur ce que vous disiez aussi un peu plus tôt sur l'accessibilité du véhicule électrique. Il va aussi passer par l'élargissement de l'offre de véhicules d'occasion électriques. Encore une fois, une voiture de 3-4 ans électrique, elle sera évidemment beaucoup moins chère, beaucoup plus accessible. Et c'est une voiture qui sera encore complètement au goût du jour, complètement compétitive. Puis il y a l'élément de batterie aussi qui est déterminant, parce que finalement, c'est un coût considérable dans le cas d'un véhicule. C'est quasiment le même coût que le véhicule. Je caricature, hein, je schématise. C'est un coût important, évidemment, oui. Alors, c'est pour ça que les batteries sont garanties. Nous, évidemment, c'est en garantie, et tous les constructeurs, globalement, offrent des garanties longues, voire très longues, sur les batteries, pour justement rassurer les acheteurs sur ce qui fait peur aujourd'hui, c'est-à-dire la batterie. D'ailleurs, la garantie des batteries, c'est aussi un sujet sur lequel vous travaillez. Oui, ça fait partie des offres spécifiques qu'on construit pour les véhicules électriques, proposer une couverture au-delà de la garantie par le constructeur, parce qu'il y a déjà des voitures d'occasion électriques qui ont plus de 5 ans, 6 ans, enfin, on en a sur le marché, et puis parfois la garantie constructeur, elle ne fonctionne pas sur la batterie, donc il faut pouvoir proposer une solution en dehors, et puis on a des produits qui proposent des services spécifiques d'assistance en cas de rupture de charge. Mais c'est vrai que le contrôle de la charge de la batterie, c'est un sujet qu'on regarde précisément, et que ça fera partie des évolutions de nos offres. Oui. Alors on va accélérer un peu parce que le temps passe vite, mais toujours dans l'écosystème du véhicule électrique, il y a beaucoup de questions d'internautes par rapport à ça. C'est sur les infrastructures de charge, et quand on achète un VO, c'est exactement la même problématique que dans le cas d'un VN. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour ça? Parce qu'on sent d'ailleurs dans certaines études, mais y compris celles qu'on a présentées, que ça reste un point alors pas de friction, mais d'inquiétude quand même. Ça reste un point d'inquiétude parce que c'est ce qui change finalement le plus par rapport à l'usage qu'on a d'un véhicule thermique. Donc il y a des comportements à changer. Ce qu'on voit, et ça a été mentionné un peu plus tôt, c'est que aujourd'hui la recharge, elle est faite en très grande majorité à la maison. Parce que c'est quand même rare qu'on ait à rouler plus de 300, 400, 500 km de manière consécutive tous les jours. Donc on fait le kilométrage, j'allais dire, habituel, on rentre à la maison, on charge. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais pour la quasi-totalité des usages, ce n'est pas un problème. Donc, la réponse qu'il faut qu'on apporte, à mon sens, elle est assez variée, parce que la recharge, c'est aussi un sujet qui est vaste.
Il y a la recharge à domicile qui est l'élément principal, et il faut rassurer les gens là-dessus. Il faut que nous, constructeurs, le réseau, tous les acteurs de la filière arrivent à rassurer les clients sur le fait qu'ils vont recharger principalement à la maison. Donc là, il faut que nous, on soit capable d'apporter des solutions de recharge à domicile, donc en commercialisant notamment des bornes de recharge, hein, parce qu'il faut quand même qu'on soit vigilant sur le fait de brancher un véhicule électrique sur une prise standard qui n'a pas été vérifiée. Donc il faut quand même avoir une installation sécurisée. Et après, il y a toute la partie itinérance qui est finalement celle qui fait le plus peur aux gens. Enfin, c'est si je m'éloigne de chez moi, que je ne suis pas sur mon circuit habituel, comment je vais recharger? Alors, il y a une partie qui ne dépend pas de nous, constructeurs, c'est le réseau de bandes publiques. Hein, ça dépend, des collectivités locales, des mairies, ça dépend... C'est en cours de déploiement. Voilà, c'est en cours de déploiement, et là, nous, on pour la première fois, on peut dire que c'est en bonne voie. En tout cas, il y a des investissements, il y a effectivement pas mal de choses qui sont faites, et les chiffres montrent. Je pense que le rôle derrière, c'est de rassurer les gens sur 2 points. Et bon, nous, on travaille là-dessus, mais comme tous les constructeurs, c'est un des sujets, c'est la multiplicité des opérateurs. Vous arrivez sur une borne, ok, et là, et alors, sauf que là, il faut une carte, une borne, un numéro, un abonnement. Donc, il y a un des éléments, c'est d'avoir l'interopérabilité. Donc, on propose, nous, ce service-là qui permet d'aller sur des dizaines de milliers de bornes en Europe, et quel que soit l'opérateur, de pouvoir recharger avec une seule carte. Voilà. Ça, c'est un élément qui est fondamental pour réduire l'angoisse. Et après, il y a le dernier élément qui est la recharge ultra rapide, dont on a finalement très peu besoin. Quand on fait plus de 300-400 km sur route, c'est quand même pas tous les jours, à part effectivement des usages Enfin, il y a des gens qui le font, mais ça reste assez limité. Et là, il faut qu'on ait les bornes ultra rapides, et encore une fois, il y a des déploiements qui sont en train d'être faits. Hein, voilà. Et là, notre rôle, c'est d'essayer d'accompagner ça. Donc, il y a Ionity, dont on fait partie, avec des tarifs qui, du coup, vont être préférentiels pour les clients. Oui. Et il faut arriver à couvrir tout ça, sachant qu'encore une fois, la majorité, ça reste à la maison et il faut rassurer les gens là-dessus. Et l'infrastructure intervient aussi dans les produits que vous avez décidé de développer pour la couverture chez Opteven. Et justement, moi je trouve que l'étude, elle a le mérite de battre en brèche certaines idées reçues par rapport à la maintenance du véhicule électrique, parce que souvent, je pense que si on faisait un simple micro-trottoir, on entendrait plein de gens dire bah, y a besoin de rien, en fait, une fois que je l'ai, ça y est. Et en fait, vous prouvez le coup. Oui. Alors qu'est-ce que vous mettez en avant? Et du coup, ça vous fait du travail, enfin ça vous fait des pistes aussi de travail, puisque finalement vous devez adapter ces produits, vos produits à ces nouveaux véhicules et aussi aux nouvelles avaries, aux nouveaux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. C'est sûr qu'il n'y a plus on en parlait sur les contrats d'entretien, il n'y a plus le coût de l'huile qui n'est plus à changer. Par contre, il y a toutes les pièces de friction qui restent. Et les pneumatiques, qui est un axe de développement important pour ces contrats-là, puisqu'on les change, on l'a vu dans l'étude, les propriétaires disent les changer dès la 2e année. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et puis il y a tout ce qui touche à la charge de la batterie qui rentre dans nos contrats. Il y a les câbles de recharge et puis probablement le service qui va se déplacer jusqu'à la borne pour les contrats que l'on distribue. Voilà. Et quel produit vous avez conçu, je dirais, pour parce que ce sont aussi des nouveaux clients. Alors on parle souvent de changement de paradigme, le terme est peut-être un peu élimé aujourd'hui, néanmoins vous devez aussi présenter des nouveaux packages et les expliquer, parce que c'est pas si évident que ça, surtout quand les gens pensent qu'ils n'avaient pas besoin de grand chose et finalement on leur dit bah, ça je vous le conseille. On a effectivement une offre qu'on propose en fait à nos partenaires distributeurs. Alors on parlait lors du webinaire précédent du besoin de rassurer les distributeurs VO sur comment je vais vendre la voiture d'occasion, qu'est-ce que je dois raconter à mon client, quelle formation je dois avoir, parce qu'il y a la formation à la vente et à l'après-vente. Et du coup, la gamme de produits qu'on propose répond à ce type d'inquiétude. Elle accompagne. En plus, on a la chance chez Opteven d'adresser dans l'écosystème automobile énormément d'acteurs. Du loueur longue durée au constructeur, au distributeur et à l'assureur auto. Et donc, ils ont aussi chacun des besoins différents, des typologies d'usage différentes. Et donc, nous, on se doit de développer notre offre autour de leurs besoins. Et
Ce qu'on a accès, Voilà, c'est... du coup, elle va apparaître à l'écran Donc prochainement. on a lancé il y a 2 ans un produit qui s'appelle eMove, qui est le produit principal autour de la garantie du véhicule d'occasion électrique. Parce qu'on l'a vu, on a des spécificités autour du véhicule électrique, et notamment sur les voitures qui commencent à être un peu âgées, on a besoin de couvrir spécifiquement des pièces comme les faisceaux de câbles, etc. Comme aujourd'hui, en ce moment, on a besoin de couvrir tous les systèmes AdBlue sur les voitures thermiques. Et donc, on accompagne ça, et on accompagne aussi beaucoup sur la réassurance. On a vu qu'il y a un énorme besoin de réassurance, et donc nos offres d'assistance accompagnent tous les faits générateurs nouveaux qui sont essentiellement un besoin de mobilité immédiate. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, la voiture peut ne pas être complètement chargée. On peut avoir une borne sur laquelle on va aller à charger qui est embouteillée, qui est hors service. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un accès à une mobilité immédiate autour de tous ces faits générateurs pour pouvoir rassurer les clients lorsqu'ils sont dans leur phase de transition énergétique, et du coup d'avoir un service au moment où ils en ont besoin. La réalité de ce qu'on disait, c'est que c'est quand même pas très fréquent, on est quand même beaucoup dans des usages du quotidien. On a évoqué le système de carte de recharge, donc ça fait partie aussi des choses qu'on propose, parce que il y a des constructeurs qui sont capables de le faire, les loueurs longue durée le proposent également, mais il y a tout un ensemble de monde dans l'écosystème automobile qui n'ont pas forcément accès à cette solution-là, et donc on permet d'accéder à cette solution, de même que ce qu'on appelle le switch, qui est présent chez, je pense aujourd'hui, la majorité des loueurs longue durée. C'est la possibilité de toujours dans le cadre de la réassurance, notamment la saison estivale, lorsqu'on a besoin de rouler plus longtemps les grandes vacances, et plus en famille, d'avoir accès effectivement à la possibilité de remplacer sa voiture électrique par une voiture thermique. Et ça, c'est un service, on ne sait pas encore vraiment comment il sera consommé, mais c'est un vrai besoin, et c'est vrai, on l'évoquait aujourd'hui, anticiper un trajet, de traverser la France en long, en large et en travers pendant l'été. C'est pas évident d'anticiper ça sur la voiture électrique, donc on a aussi des offres sur ça. Et le dernier élément, c'est sur la batterie, on l'a évoqué plusieurs fois. Nous, on fait une participation au remplacement ou à la réparation de la batterie. On monte jusqu'à 5 000 €, au-delà de la garantie constructeur. On sait qu'on a besoin d'aller plus loin parce que les distributeurs, notamment de voitures d'occasion, vont avoir besoin de garantir ces voitures-là. Donc, ça fait partie des sujets qu'on travaille, de creuser ces aspects-là. Il y a un aspect aussi réseau. Pour être au-delà de prendre la partie de l'indemnisation, c'est aussi d'être capable de les faire réparer. Et on va dépasser légèrement les 45 minutes qui nous étaient imparties, mais vu le spectre du thème, c'est pas une très grande surprise. Je vais quand même vous demander des réponses du coup peut-être légèrement plus courtes. Mais vous évoquez la batterie, il y a beaucoup de questions aussi des gens qui nous regardent à propos de la longévité de la batterie, et on a vu sur un slide de l'étude que c'est un peu à tâtons là pour les gens savent pas trop, ils connaissent pas non plus la garantie de leur batterie. Enfin, c'est assez flou. On voit dans l'étude que les gens constatent que l'autonomie de la batterie décline avec le temps. C'est pas une surprise, et surtout qu'on a 58%, je crois, des gens qui connaissent pas la durée de la garantie de la batterie. C'est ça, voilà. C'est pas un problème en ce moment parce qu'ils ont acheté des voitures neuves, donc elles sont couvertes. Par contre, mais sur un VO, quand elles vont rentrer dans le marché de l'occasion, là, on a potentiellement un sujet d'explication et probablement d'offres de services complémentaires à fournir. Et chez Kia, vous ferez un certificat de batterie. Certaines entreprises se lancent sur ce créneau. J'imagine que vous le faites déjà d'ailleurs au sein du réseau d'une certaine manière, parce que pour le VO, c'est plutôt important de savoir que la batterie, allez, je dis 82%. Bon, en toute connaissance de cause, c'est comme quand on achète un thermique, il y a certaines petites rayures qui n'ont pas été réparées. Bon, ça fait partie du jeu pour un VO, quoi. Alors, on ne le propose pas encore pour le moment. Par contre, effectivement, c'est une donnée qu'on mesure, qu'on a, puisque de toute façon, c'est le déclencheur derrière du remplacement de la batterie sous garantie. Donc, on ne le propose pas encore parce que aujourd'hui, le parc de VO, il est encore assez récent, il est encore chez nous sous garantie pendant encore plusieurs années. Donc, c'est pas forcément une source d'inquiétude, mais c'est effectivement quelque chose qu'on a en tête et qu'il faudra je pense, qu'on généralise. Pour rassurer les gens sur l'état de la batterie. Alors en guise de conclusion, je vais juste vous demander un petit mot de clôture. Peut-être du côté constructeur dans un premier temps, le V6, c'est déjà une belle avancée. C'est quoi le next step ? C'est une belle avancée déjà. Ça va être comme Bubka, ça va être l'autonomie qui, à chaque lancement de nouveaux produits, je bats mon record. Alors, en fait, ce qu'on a fait sur les V6,
c'est que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas tellement l'autonomie dans l'absolu qui est importante. Hein. Parce que l'autonomie, si je veux caricaturer, il suffit de mettre des batteries plus grosses et je vais aller plus loin. Le vrai enjeu, c'est le temps de recharge. Et c'est là où IVC, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à limiter la durée d'immobilisation, les moments où on va avoir besoin de faire ces fameux grands trajets et donc de recharger assez vite. Donc, je pense qu'un des enjeux, ça va être pas tellement l'autonomie, mais la densité des batteries, c'est-à-dire réduire le poids, réduire la taille des batteries, réduire le coût des batteries. Hein. Et ça c'est un process industriel qui a commencé et qu'on doit normalement poursuivre. Quand on regarde les batteries d'il y a 7-8 ans, les batteries d'aujourd'hui, elles ont déjà rien à voir. Et donc ça va continuer. Et puis, ouais, la durée de recharge. Et après, l'enjeu, c'est surtout d'arriver à accompagner tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est nous, professionnels de l'automobile et évidemment les clients, sur cette transition. Voilà. Parce qu'on voit, et on en a parlé là aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées préconçues ou au-delà d'idées préconçues, d'incertitudes. Vous, monsieur Etienne, monsieur Cazenave, on voit que chez Opteven, vous êtes prêts. La vague arrive. Prêts, nous travaillons pour avoir des offres adaptées qui correspondent aux besoins des clients. Nous, notre enjeu, c'est bien d'accompagner nos partenaires qui distribuent des véhicules d'occasion sur la bonne appréhension de l'arrivée de ces véhicules électriques dans leur parc et de faire profiter en fait nos partenaires des données que l'on enregistre chez nous, les données qu'on peut récolter sur le marché, de l'expérience de nos partenaires constructeurs également, le tout pour favoriser en fait la diffusion de ces véhicules électriques et d'aller évidemment au devant des besoins des clients finaux et d'avoir la bonne offre de service qui permettent de recommercialiser rapidement ces véhicules dans de bonnes conditions financières et de service. Voilà. Je vous remercie vivement tous les trois pour le contenu que vous avez apporté à ce webinaire. Nous n'avons pas pu épuiser le sujet, mais malheureusement, nous en doutions. C'est trop dense pour être comprimé en 45 minutes. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay très prochainement, donc n'hésitez pas à le faire suivre à certaines personnes susceptibles d'être intéressées par ce vaste sujet qui va encore nous occuper dans les années à venir. Et vous pouvez aussi donner une note à ce webinaire, donc on compte sur votre clémence. À très bientôt. Au revoir.